C'est la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Vetoquignol? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Croissance, stabilité de revenus, on aime ça. Croissance de revenus. Pourquoi? C'est la question à poser. Ensuite, marge brute croissante. On aime également ça. Premier niveau de pricing power, c'est la stabilité des marges brutes. Ici, on a une augmentation des marges brutes. C'est encore très intéressant. D'accord? Maintenant, ensuite, on va regarder la marge EBITDA. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a une marge EBITDA sous pression. De 21% à 16% ici, il faut faire attention. Quelle est la raison derrière? Est-ce que les dépenses... Attention, si l'EBITDA baisse, c'est pourquoi? Sans doute parce que les dépenses opérationnelles ont augmenté. Mais quand on parle de dépenses opérationnelles, quels sont les coûts variables? Quels sont les coûts fixes? Okay? Il est plus facile de réduire les coûts variables. Okay, par rapport aux coûts fixes. Donc, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a eu cette augmentation de l'EBITDA? Et si ça se passe au niveau de la dépense opérationnelle, qu'est-ce qui impacte cette dépense? Qu'est-ce qui dans la dépense opérationnelle ici, qu'est-ce qui impacte ici la variation de l'EBITDA? Est-ce que ce sont les coûts variables ou coûts fixes, comme je le mentionnais tantôt? Donc, on continue. Je n'aime pas ça, ce que je vois présentement. Ça veut dire que les marges sont sous pression. Et ça, ce sont les marges EBITDA. On va aller comparer avec les marges nettes. C'est plutôt correct au niveau des marges nettes. Donc, il faut toujours remettre les choses, il faut toujours les prendre ici dans leur ensemble, ne pas juste prendre les éléments, les marges séparément, parce que c'est en les prenant ensemble qu'on peut mieux les interpréter. Parce qu'on remarque ici que certes, les marges, parce qu'on prend les marges EBITDA, hein, ici, voilà. Sur les dernières années, c'est du 16%. Si on prend les 5 dernières années, ici, en termes de marge EBITDA, c'est 18%. En termes de marge nette, c'est 8,7%. Mais quand on regarde à peu près l'évolution ici, on constate que les marges EBITDA sont de moins en moins élevées, okay? Alors que les marges nettes, certes, c'est moins élevé que ce qu'on a connu, c'est presque au niveau de la moyenne des 5 dernières années, alors qu'ici, on a quelque chose en dessous de la moyenne des 5 dernières années. Donc, je pourrais dire ici qu'on a des marges assez... En termes de marge nette, c'est correct. Maintenant, quel est l'objectif du management, etc. Voilà, des questions à poser. Ensuite, on regarde les free cash flow et les net income, histoire de voir si les deux parlent le même langage. On les met sur le même graphique, on met ça ici, ça donne quoi? On va se dire que c'est assez correct. Les free cash flows même ont tendance à être plus élevés, mais attention, ces free cash flows peuvent être impactés ici par les loyers, etc. Donc, faites attention ici, surtout aux gros spikes à partir de 2020, ici, à partir de 2018. OK? Donc, ensuite, on va regarder la dette nette. Dette nette, ici, dans le terme de volume, on a quoi? On a quelque chose en taux de 141 millions. Ils ont du cash net, capacité de souffrir. On aime ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde en supplément? On va regarder les free cash flow en termes de marge. Très bien. Ça donne combien ici? On a les free cash flow en termes de marge ici. On a vu que les free cash flow ont tendance à être légèrement plus élevés que les net income ici. Vous connaissez qu'est-ce qu'il faut aller regarder derrière. Donc, il faut toujours aller regarder, chercher les raisons. 9%. 9,59 sur toute la période, sur les 10 dernières années, c'est 9,62, sur les 5 dernières années, c'est 14% presque, alors que les net income en termes de marge ici, sur les dernières années, c'est 8,14%. Donc, qu'est-ce qu'on doit prendre entre les deux? Est-ce qu'on prend les net income ou est-ce qu'on prend les free cash flow? On ne peut pas répondre à cette question-là si on ne lit pas les rapports financiers, parce qu'il faut toujours regarder la différence entre les deux. Parce que si, je prends un exemple tout bête, si Vetoquignol prendre de l'argent en avance par rapport à ses clients ou des choses comme ça, tendance à garder de l'argent de ses clients dans ses comptes. C'est un exemple tout bête, hein, je ne dis pas que c'est ça. Ça peut avoir tendance à influencer les free cash flow. D'accord? Parce que, pourquoi est-ce que c'est important encore? C'est si je prends le price to earning, ici, celui-ci, ça se base essentiellement sur les bénéfices nets. Or, les free cash flow sont plus élevés. Donc, au lieu d'avoir 18 fois les bénéfices ici, j'aurais peut-être eu, disons, 16 fois les bénéfices si je prenais les free cash flow. Donc, il faut toujours aller vérifier c'est quoi la différence derrière. Mais c'est déjà un assez bon proxy ici. Voilà. On a parlé ici il y a quelques minutes, on a fait une vidéo sur, comment on appelle encore cette compagnie-là, sur Virbac. Et donc, Virbac, c'est 20 fois les bénéfices, entre 20 et 25 fois les bénéfices. Donc, cette compagnie... par rapport à la croissance sur les dernières années, donc la croissance ici, c'est un mix des deux, acquisitions organiques. Donc ici, on a du 5% de croissance et à peu près la même chose que sur Virbac ici. Donc on va se dire que c'est également, on va se mettre à peu près à 20 fois les bénéfices. Vetoquignol, 20 fois les bénéfices, qu'est-ce que ça va nous donner? Les analystes, est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? 74%, voilà, on ne va pas dire 74% de temps ici, ils ont raison. On va dire à peu près 24% de temps, ils ont raison. Donc un peu plus prévisible que du Virbac. OK? Est-ce qu'ils font précisément la même chose? On peut être sur la même thématique sans faire précisément la même chose. Donc, on regarde ici, voilà, c'est assez prévisible, on aime ça. Et par rapport aux prévisions, est-ce que les prévisions ont augmenté sur les dernières années? Tout ce que ça veut dire ici, si on a des prévisions, si on a des attentes élevées, ça veut juste dire que les analystes sont optimistes.
Maintenant, la raison derrière, c'est ça qui nous intéresse. Et on ne peut pas trouver la raison en regardant juste des chiffres. Non, il faut lire le rapport financier, il faut écouter le conference call. Il faut à peu près se renseigner sur le secteur d'activité, en lisant également sur les concurrents. Ça peut sembler complexe, mais c'est une question d'habitude. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Une fois que vous aurez identifié les différents compétiteurs, vous savez qu'OK, Virbac m'intéresse, je vais lire le conference call de Zoetis, ou bien je vais écouter le conference call de Zoetis. Je vais également écouter le conference call ici de Veto Quignol afin de me faire un avis. Et si Veto Quignol m'intéresse, je lis sur Virbac, je lis sur Zoetis. Après, s'il y a d'autres compagnies également, vous pouvez les reprendre. Mais je dois à peu près avoir un avis général sur ce secteur d'activité-là. C'est important. Donc ici, de manière générale, par rapport à il y a 6 mois, les analystes sont, voilà, l'optimisme est là, mais il est de moins en moins, il est moins élevé qu'il y a 6 mois. C'est normal. Parce que, en fait, les prévisions ont tendance à s'ajuster au fur et à mesure que l'année avance, au fur et à mesure que les analystes ont de plus en plus d'informations. Donc, on peut se dire l'optimisme est là. C'est la raison pour laquelle, quand on prend en considération ces attentes-là, il faut toujours au moins avoir un backup. Le backup ici, c'est est-ce que l'entreprise est capable de rapporter le même niveau de bénéfice net que par le passé, disons sur les 3 à 5 dernières années. Ici, c'est possible. Parce qu'en fait, la croissance n'est pas phénoménale. Donc déjà, est-ce qu'on l'achète à un prix correct aujourd'hui? S'il n'y avait pas de croissance, admettons qu'on continue à s'échanger à 20 fois les bénéfices, parce que s'il n'y a pas de croissance, le multivalorisation va s'ajuster en conséquence. Ne vous inquiétez pas, on sera à peu près aux les 15 fois les bénéfices. Donc ici, on va se dire que c'est correct. À 20 fois les bénéfices, en prenant en considération une légère croissance, à peu près 107 $, 107 €, plus le cash net, ils n'ont pas de dette nette, donc ils ont la capacité de souffrir. 107 $, ici, ça donne à peu près aux alentours de, voilà, 11 $, 118 par là, okay, 118 €, excusez-moi. Donc j'ai pris les bénéfices nets ici, quand je parle de bénéfices nets, mais ces bénéfices nets-là, ils sont ajustés. D'accord? On les a ajustés en conséquence. Donc, ils sont pas, comme vous voyez ici, 5,421, alors qu'en bénéfice net ajusté, on est à peu près à 5,33. La différence n'est pas énorme. OK? Donc, on peut se dire ici qu'en date d'aujourd'hui, Veto Quignol peut être intéressante au prix actuel. Maintenant, le prix est peut-être bien moins élevé que ça parce que l'entreprise a souffert sur la dernière, par rapport aux publications ici de résultats de Virbac. D'accord? Donc, ça pourrait représenter une légère opportunité d'investissement. On ne sait pas. Ça dépend. Maintenant, est-ce qu'elle rachète ses actions? Est-ce qu'on a vu ça ici? Rachat d'actions? Non. Est-ce qu'elle verse un dividende? Oui. Elle verse un dividende. Est-ce que ce dividende pourrait continuer à croître? Oui. Si elle voulait, quand elle cotait à 86 €, parce qu'aujourd'hui le prix est peut-être différent, elle aurait pu vous verser en date d'aujourd'hui 5%. Donc on a alors que c'est 1%, 0,99 qu'on verse aujourd'hui. Donc on a une capacité de croissance ici. Donc le dividende, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître et on n'a pas de dette. Donc, pour une première entrée en position, pourquoi pas? Ça pourrait être une entreprise intéressante à regarder en profondeur. Je ne vous dis pas ici aller acheter du Veto Quignol ou ce genre de choses-là. Non. OK? Donc, si on regarde également ici le ROIC, ça peut être intéressant. ROIC. Qu'est-ce qu'on a sur Virbac? 9,64. Vu que c'est une compagnie dans le secteur ici des pharmaceutiques, je sais que ce secteur d'activité, il y a beaucoup d'intangibles. Donc, on va se dire, il faut également comparer par rapport à ce que les concurrents offrent. Si on a du Zoetis, c'est presque 22% et c'est en croissance. Si on a du Virbac ici, Virbac, c'est combien? Virbac, voilà, à peu près la même chose que Veto Quignol. Donc, il faut toujours aller regarder qu'est-ce qui est inclus au niveau du dénominateur, au niveau d'investor capital. Est-ce que par rapport aux intangibles, comparer les deux ici, est-ce qu'il y a plus d'intangibles ou moins d'intangibles ici? Parce que ça peut influencer ce chiffre. Sinon, grosso modo, on va se dire que c'est assez correct, mais c'est bien moins élevé que Zoetis, parce que Zoetis également a de l'intangible, mais vous remarquez que même quand on prend en considération ces éléments-là, le ROIC est plus élevé sur Zoetis. Donc, Zoetis sera peut-être un meilleur business par rapport aux deux autres. Mais attention, ça ce sont des chiffres, parce que derrière, il faut aller regarder qu'est-ce qui est inclus dans ces chiffres-là. Bref, en conclusion, est-ce que Veto Quignol peut rentrer dans nos watchlist? Pourquoi pas? Ça reste un business assez correct ici. Le prix target price ici, c'est compté à 118 €. Donc, on vient ici, j'actualise. Segment Healthcare, je vais le refermer ici. Donc, on aura à peu près du Veto Quignol à 118 €. Donc, essentiellement, pendant cette période de résultats, je vais essentiellement regarder les entreprises qui pourraient m'intéresser, d'accord? Donc, quantitativement. On ne va pas aussi Alstom publie ses résultats financiers. On s'en fout un tout petit peu pour le moment. Je sais, vous êtes des détenteurs d'Alstom, etc. Mais je veux dire, le marché a mieux à proposer. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va prendre ici? Healthcare.
Veto Quignol, je viens là, 118 euros. Donc, je viens ici. Je mets la date d'aujourd'hui. Si vous avez accès à la watchlist en description de la vidéo, au moins vous saurez que Veto Quignol a été mise à jour le 18 du mois d'octobre. Et si ça date d'il y a 3 mois, vous pouvez demander une nouvelle mise à jour. Si je clique, on sait que Veto Quignol en date d'aujourd'hui, ça peut être légèrement intéressant. On l'a ici à peu près à ce niveau. Veto Quignol, 37%. Bref, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez également sur la page principale ici de Top Invest, vous avez les produits offerts par la maison qui sont généralement ici des réflexions personnelles sur des éléments particuliers. D'accord, ça peut être une analyse, des conférences calls sur une compagnie européenne, etc. Bref, je vous laisse aller voir ça ici. C'est gratuit. D'accord. Et pour ceux qui manquent généralement la watchlist, la Top Newsletter ici, les éléments que je partage dans la Top Newsletter, je peux vous les envoyer également dans les produits offerts par la maison. D'accord. Comme ça, si vous n'avez pas eu les précédentes watchlists, alors vous aurez à peu près au moins vous n'aurez entre parenthèses rien raté. Ok. Bref, je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo. Et nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, ça se passe uniquement en DM sur Instagram. N'oubliez pas, ceci n'est qu'une analyse quantitative et non une analyse fondamentale. On essaie ici de présenter des chiffres parce que pour interpréter les chiffres, il faut absolument lire les rapports financiers. Merci, au revoir.